Bienvenue à tous. Tout le monde parle français et everybody speak French. Ok, d'accord, je parle français là. Merci à tous d'être ici. Nous, on est Scaleway, on est ravis d'héberger la deuxième édition du Meetup Generative AI Network dans nos locaux à Paris. Je vais être très rapide. Scaleway, c'est un cloud provider comme AWS, OVH ou Google Cloud Platform. Sauf que nous, on est hébergé 100% en France, qu'on a beaucoup de GPU, d'où ma casquette. Voilà. Ce qui est super utile pour vous, évidemment, pour entraîner vos modèles, pour faire l'inférence chez nous. Un peu dispo pour en parler. On a aussi un produit d'inférence managé carré, vous pouvez déployer un LM en un clic. Voilà, ça coûte des modèles state of the art. N'hésitez pas à venir nous en parler. Il y a Thibaut aussi qui est là, juste là. Voilà. Je serai court, on a à peu près 1 heure de présentation. Après, on aura 1 heure pour voir quelques coups en bas. Voilà, merci d'être venu ici et au plaisir. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bienvenue. Alors, j'ai mis quelques news, mais je pense que vous êtes encore plus au fait de ce qui existe potentiellement que moi. Mais je trouve qu'il y avait un truc assez intéressant qu'on a vu très récemment, c'est tous les modèles qui sont multimodaux, qui sont vraiment sortis ces derniers temps. C'est hyper difficile de voir tout ce qui sort. Je trouve que l'accélération est encore plus importante, mais j'ai essayé de mettre vraiment les quelques news les plus marquantes selon moi. ChatGPT 4o, je pense que tout le monde l'a vu. Si vous n'avez pas vu les vidéos de démonstration, elles sont assez extraordinaires. Il y en a une qui nous a particulièrement marqué venant du wagon, qui est la démonstration avec Khan Academy de ce qu'il est capable de faire. Donc, le tuteur pour mathématiques, donc c'est vraiment impressionnant de voir à quel point il peut aider un élève sur la partie géométrie à comprendre fondamentalement l'hypoténuse, l'angle, etc. et comment on calcule. Quand j'ai vu ça, je me suis dit être capable de pouvoir amener un tuteur privé, quoi. Chaque élève avec son propre tuteur pour une fraction du coût. Je me suis dit là, il y a quand même une application qui est extraordinaire. Et donc c'est quand même très cool de voir que tout ça aujourd'hui est maintenant possible. Il y a Microsoft aussi qui a fait des super annonces sur Copilot et les nouvelles intégrations qu'il y avait. Leur modèle Phi 3 sur la partie vision et autres. Et j'ai mis aussi, pour ceux qui reconnaîtront Hugging Face en haut à droite, leur modèle IDFix développé par quelqu'un de la communauté, Victor San, pour ceux qui le connaissent. Et enfin Jimmy Era qui, même si ils ont fait moins de bruit que j'ai l'impression de ChatGPT 4o, ont quand même le lendemain communiqué dessus et ont fait des vidéos de démo qui étaient aussi assez extraordinaires. Donc très très excitant tout ce qui va arriver. Ça va à une vitesse où c'est vraiment hallucinant. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, même si je vois quand même que la plupart d'entre vous êtes peut-être connus, alors on a créé le Gain avec Alex et Thomas. L'idée c'est quand même comme le wagon, hein, c'est de regrouper, on croit beaucoup à la partie communautaire, avec le développement de la communauté et surtout les nouveaux sujets, comprendre les usages dans les entreprises, etc. C'est toujours bien d'être à plusieurs et de pouvoir échanger les bonnes pratiques. Donc le groupe il est pour l'instant fermé, tout le monde ne peut pas y rentrer. On voulait d'abord garder des échanges de qualité pour être sûr qu'on peut contrôler un minimum ce qui se passe. Donc aujourd'hui on est 81 membres, on a juste commencé la communication sur LinkedIn dans les activités récentes. On pourra vous en parler un petit peu plus, mais on a réfléchi un peu des plans de communication. Ce qui serait intéressant, c'est aussi d'apporter de la visibilité sur vos propres projets ou ce que vous développez, des articles, vous faire connaître. L'idée, c'est que ça puisse bénéficier à tout le monde, puisqu'on est un seul et même groupe. Toujours le Discord, qui est accessible en permanence. Vous avez des questions, des jobs, des articles, des choses que vous voulez partager, vous êtes toujours les bienvenus. Et on continue notre weekly round-up pour ceux qui ont moins le temps et qui voudraient juste avoir les dernières news. L'idée c'est qu'on l'avait annoncé depuis longtemps, mais les premiers podcasts vont arriver, donc je suis ravi et c'est toujours le même qui nous aide, Frédéric, qui va faire le premier épisode sur justement Scaleway, sa proposition et la souveraineté des données, donc apporter vraiment des indications auprès de nos futurs écouteurs. Donc l'idée c'est de permettre à des personnes techniques mais aussi non techniques de comprendre les enjeux de la GenAI et surtout de comprendre les cas d'application en entreprise. Et ce que je trouve assez intéressant avec ce podcast, c'est que dans le temps, on va pouvoir voir justement les cas d'usage différents qui vont être rencontrés. On va pouvoir suivre cette évolution à travers des retours d'expérience. C'est vraiment ça qu'on voulait mettre en avant. Donc merci beaucoup d'être là. On continue à évidemment chercher des podcasts speakers, donc des gens qui voudraient partager ce qu'ils font, quoi que ce soit. L'idée, c'est qu'on serait ravis de vous accueillir et évidemment continuer à animer le Discord. Donc aujourd'hui, on a eu la présentation de Frédéric Bardol. Merci Fred. Et donc aujourd'hui, on a 2 speakers. On a le premier qui est Alex Convis, qui est ici avec nous, qui nous fait l'honneur d'être là, qui est le CEO de Giscard. Je laisserai le présenter, mais
Concrètement, la solution qu'il va nous présenter sur le red teaming, on peut changer, mais on va prioriser sur ça. Et le deuxième, c'est sur Kili Technologies, donc il va être sur l'annotation des datasets via des LLM, donc deux sujets qui sont vraiment passionnants, qui sont au cœur, que ça soit sur la sécurité ou sur la qualité des données. Donc merci à toi et merci à Jean et Paul pour leur intervention. Et là, j'ai mis un petit chiffre sur le qui est assez creepy, mais qui est littéralement, je pense que pour ceux qui ont vu le film H2R, c'est clairement, quand j'ai vu ChatGPT 4 et les gens qui ont commencé à en parler, etc., on est clairement dans le film. Donc j'ai trouvé ça assez marrant comme idée. Bonjour à tous, moi je suis Alexandre, je suis un des cofondateurs de Giscard.ai, qui est une solution pour tester les modèles IA et notamment les modèles génératifs, les agents sur les LLM. C'est quelque chose, en fait, le but c'est de pouvoir dérisquer, minimiser les risques, que quelque chose fonctionne mal en production. À la fois ça permet d'automatiser, donc faire gagner du temps et d'avoir un gain pour éviter des failles de sécurité, des problèmes d'hallucination, des problèmes d'erreur et des problèmes de conformité aux normes et aux standards, notamment l'AIA Act, qui amène un certain nombre d'obligations pour les fournisseurs d'IA générative, notamment quand ils sont dans des cas à haut risque, en finance, en santé, dans le service public ou dans l'industrie. Pour vous connaître un tout petit peu, est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez déjà déployé en production des systèmes à base de LLM? Ok, un certain nombre d'entre vous. C'est super parce que c'est assez technique, hein, et ça s'adresse vraiment à des gens qui font de la production. Combien d'entre vous ont développé des systèmes qui ont aujourd'hui plus de 1000 utilisateurs en live? Oh, généralement, les risques et les problèmes commencent à apparaître quand on étend à pas mal d'utilisateurs. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui est peut-être en avance de phase, mais plutôt que vous commencez à avoir beaucoup de gens qui soit veulent casser des trucs, soit font pas exprès de casser des trucs. Vous allez voir que les tests très vite. On a 30 minutes, c'est ça? Ouais, c'est un peu plus. Ok. Si vous voulez, je vais vous faire à peu près 10 minutes sur un cours qu'on a fait avec Deep Learning AI sur le rating, qui va un petit peu poser les bases d'un point de vue théorique. Et après, on pourra se prendre 10 minutes pour que je vous montre. On a notre produit phare qui est une librairie open source qui permet en fait d'automatiser ce processus de testing pour les modèles LLM. Je focaliserai la présentation sur des cas de RAG. Est-ce que tout le monde est familier avec le site de RAG? Si vous n'êtes pas, aujourd'hui, comme c'est le type d'agent qui est le plus populaire, il y en a d'autres, évidemment, des agents ou des workflows. Je choisirais ce cas-là. Gardons-nous temps pour les questions, parce qu'il y a plein de nuances autour de ce que je vais présenter, donc n'hésitez pas. Donc, quand on réfléchit au red teaming, j'expliquerai un peu d'où vient ce concept. En fait, on parle de vulnérabilité, c'est-à-dire des cas limites qui vont faire dérailler le chatbot ou le laisser ouvert à des attaques. Merci. Voilà. Okay. Alors, il y a une première misconception qui est importante à clarifier, c'est que il y a évidemment plein de benchmarks que vous connaissez sans doute. Vous avez sur soit des benchmarks académiques, TrueFluentQA, Winograd, etc., soit des benchmarks très génériques, des chatbots. Vous allez sur LLM Leaderboard, des choses comme ça. Il y a ces benchmarks qui ne testent pas tout ce qui est safety et sécurité. C'est-à-dire que quand vous allez, si, comme beaucoup le font, choisir un LLM dans le top 3 ou le top 10 des benchmarks génériques et que vous le déployez dans une application avec des données, avec des systèmes, malheureusement, c'est pas les benchmarks qui vont vous aider pour vous protéger contre des risques plus spécifiques. Notamment la production par le modèle de réponses offensantes ou qui sont pas appropriées. C'est des choses qui dépendent de votre contexte, de vos données. Je vais donner quelques exemples. Et vraiment, le message clé, c'est que la safety du modèle fondation n'est pas du tout égale à la safety de votre
LLM application. Donc, il y a vraiment deux choses. Nous, on s'adresse aux tests des applications à base de LLM et pas aux modèles fondateurs, qui sont vraiment deux sujets différents d'un point de vue recherche, d'un point de vue technique. Il faut être conscient, vous avez fait du déploiement, donc vous savez, le modèle fondation n'est qu'une partie d'un système. Donc, en réalité, les problématiques de safety vont aussi arriver avec le fait que votre système, il y a des retrievers, il y a des rewriters, il y a des prompts. Donc, il y a évidemment des risques qui sont partagés entre le LLM fondation et l'application finale. Sur la toxicité, par exemple, sur un certain nombre de biais. Par contre, il va y avoir un certain nombre de risques qui sont assez uniques. Donc, on parlera d'hallucination, on parlera de comportement limite, de problèmes de révélation d'informations sensibles, etc. Donc, c'est important que quand vous cherchez à sécuriser une de vos applications, vous réfléchissiez d'abord aux différents scénarios contre lesquels vous voulez vous protéger. Il n'y a pas de solution, c'est pas un benchmark, ça va dépendre au cas par cas. Donc la principale question, et c'est quelque chose qui est très clé, qui nous venait du domaine de l'ingénierie logicielle, quand on réfléchit sécurité des systèmes informatiques, c'est voilà, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Faites-vous une liste. Généralement, vous avez déjà beaucoup d'infos. Si vous n'avez pas d'idée là-dessus, il y a beaucoup de ressources en ligne, à la fois des gens comme nous, qui sommes des éditeurs de logiciels de test, des organismes aussi, par exemple OWASP, qui connaît OWASP ici. Donc OWASP, c'est l'organisation leader dans la sécurité logicielle dans le monde. Donc ils ont été créés il y a plus de 20 ans, et récemment, ils ont eu tout un groupe de travail qui a bossé sur les vulnérabilités des LLM, pour avoir des taxonomies, pour donner des risques. Donc, si vous tapez OWASP Top 10 LLM, vous allez avoir beaucoup d'informations. Vous allez aussi pouvoir regarder, il y a un peu comme dans le logiciel, vous avez des incidents, des systèmes de ticketing de vulnérabilité. Vous avez l'équivalent dans le domaine de l'AI, notamment la AI Incident Database. C'est une très bonne ressource. C'est des rapports publics de vrais problèmes qui sont arrivés sur le chat. Là, encore une fois, je parle de risques, etc. Je parle pas du tout de choses comme des risques existentiels, qui sont des choses qui ont eu beaucoup vogue dans les médias. Là, je parle vraiment de risques actuels, c'est-à-dire des gens qui ont lancé des chatbots, qui se sont plantés grave, qui ont perdu, pour certains, des dizaines, voire des centaines de millions d'euros, qui ont complètement perdu la face. C'est des choses qui sont arrivées. Aujourd'hui, il y a beaucoup, et il va y avoir, continuer à le voir, il y a beaucoup de déploiements de LLM qui vont se planter. Donc, après, je vais vous donner quelques exemples et je vais vous montrer comment tester contre ces exemples. Donc, de façon schématique, là, encore une fois, vous allez reconnaître un RAG, mais vraiment une application typique. On a pris un contexte bancaire, c'est des cas sensibles. Vous avez un LLM. Ça n'importe pas vraiment qu'il soit un LLM propriétaire ou un LLM open source. C'est une boîte où vous envoyez texte, des prompts, du contexte, et il vous renvoie du texte. Vous avez une couche d'orchestration. Ça, c'est quelque chose qui est important. Vous pouvez avoir des problèmes qui viennent juste de l'orchestration. Et vous avez votre knowledge base. Et la connexion entre, il y a une orchestration, éventuellement ça se fait avec une vector DB ou pas, pour récupérer le contexte de la knowledge base. Et après, vous allez avoir des utilisateurs, plein d'utilisateurs. Je vous le souhaite. Donc, je prends par exemple la question des biais, des stéréotypes. On l'a mis en deux catégories parce que ça peut être lié à des choses différentes. Les stéréotypes, ça va être des choses plutôt liées à la société. Les biais, ça peut être des choses implicites à vos données, ce sont pas forcément des choses sociables. Encore une fois, ça dépend du cas d'usage. Si vous faites du support client, des choses pour le service public, ou au contraire des choses pour l'éducation, ça va être différent. Il n'y a pas de définition de biais. Personne n'est détenteur d'une vérité là-dessus. Donc, c'est important que vous réfléchissiez aux biais potentiels que vous pouvez avoir dans votre contexte. Le scénario que vous voulez éviter,
Dans le cas où vous avez un chatbot à une destination publique, c'est-à-dire que vous n'avez pas de contrôle sur les utilisateurs, c'est que vous ayez soit par mégarde, soit quelqu'un qui veut vraiment vous nuire, des gens qui montrent des choses biaisées dans votre chatbot, qui le mettent sur les réseaux sociaux et que vous ayez un bad buzz. C'est peut-être pas grave si vous êtes une startup, vous faites des LLM dans des entreprises. Bon, je pense que vous pouvez avoir plus de problèmes. Idem pour des scénarios d'attaque avec la récupération d'informations sensibles. Encore une fois, la définition d'informations sensibles va être différente. De façon universelle, en Europe avec la RGPD, mais aussi ailleurs avec la CCP en Californie, tout ce qui est données personnelles est considéré comme des données sensibles. Mais vous pouvez avoir des choses considérées comme sensibles pour votre contexte. Si vous voulez pas, par exemple, vous avez des procédures internes, certains numéros internes d'identification de clients. C'est assez facile en fait. À partir du moment où vous connectez vos bases de données, vous vous retrouvez avec tout un tas de choses qui peuvent transiter en fait via le modèle. Et ça, il faut faire attention parce que ça peut être sneaky. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui va poster sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui peut aller taper votre API sur un temps assez long, peu à peu pour extraire différentes choses et après l'utiliser pour pénétrer vos systèmes. Il y a également, alors ça c'est un truc très simple, il n'y a même pas besoin de tester, mais c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui peu de chatbots sont protégés. C'est simplement l'équivalent du TTOS sur des chatbots. Vous avez quelqu'un qui, typiquement un concurrent, qui se dit ah, je vais mettre plein de tokens dans le chatbot de mon concurrent. Et s'il n'y a pas de protection, vous allez vous retrouver avec un énorme bill d'infrastructure et potentiellement on peut, aujourd'hui c'est facile de take down complètement une infrastructure de bot. Les hallucinations, alors ça c'est vraiment le cas difficile, parce qu'en fait, hallucination, on peut le traduire par erreur de logique. C'est quelque chose qui est hyper dépendant du contexte. Mais typiquement, des choses que vous voulez vraiment éviter, c'est si vous avez des éléments chiffrés. Typiquement, quelque chose qui est un chatbot qui est utilisé dans un contexte transactionnel, d'aide à la transaction, d'aide à l'achat. C'est arrivé par exemple à Air Canada sur des politiques de retour, des politiques de remboursement. Faut bien voir, il n'y a pas, et ça c'est important de le préciser, même si ça paraît une évidence, il n'y a pas de responsabilité légale des IA. Il n'y en a pas. Donc, bon, si vous avez un chatbot, vous engagez en fait la responsabilité légale de votre entreprise. Éventuellement, dans des cas de faute grave, vous pouvez engager votre responsabilité pénale en tant que personne. Ça, c'est vraiment des cas très graves. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le cas typique, le chatbot répond et se trompe de taux d'intérêt. En fait, légalement, le client peut demander de respecter ce qui a été écrit par le chatbot. Ça, typiquement, alors les sources de ces hallucinations, typiquement, ce qu'on voit, nous on accompagne différentes entreprises, il y a beaucoup de problèmes de prompt. Enfin, en tout cas, sur des trucs qui comptent. Parce que hallucination, on a souvent associé ça avec quand il y a eu la démo du tout premier Gemini, se tromper sur, je crois que c'était la date ou le nom de quelque chose en astronomie. Bon, c'est grave si vous êtes Google, mais honnêtement, des questions de culture générale, pour la plupart d'entre vous, vous en foutez complètement. C'est plus donc la faute, la plupart du temps, des hallucinations ne réside pas forcément dans le modèle de fondation, mais plutôt dans les prompts. Il y a également souvent des problèmes sur le retriever, en fait. Parce qu'il faut voir que souvent le réflexe, c'est vous mettez plein de données connectées à plein et vous dites ça va bien. En fait, il se peut qu'il y ait des données qui soient contradictoires, qui soient outdated. Et en fait, les hallucinations, c'est peut-être pas le modèle, c'est juste qu'en fait, vos données l'ont récupéré. On revient à des problèmes de low quality qui sont en fait liés à comment vous récupérez votre retriever, il est absolument essentiel. Je vois le temps qui passe. Je vais juste, parce que encore une fois, le cours est en ligne, il est gratuit. Vous tapez Red Teaming Deep Learning AI, vous trouvez très facilement.
sur Google. Pour info, le terme red teaming, qui est pas très connu, il vient en fait à la base du militaire. C'était à l'époque aux États-Unis, ils se préparaient à des attaques de l'URSS avec une blue team et une red team. Et puis il y avait des Américains qui jouaient la red team, donc des attaqueurs, pour se préparer à des vrais scénarios d'attaque. Le but, c'est de se préparer. Pour info, on parle même, quand les deux travaillent ensemble, on parle même de purple team. Donc, c'est un concept qui a commencé dans le militaire, qui est passé dans le domaine de la cybersécurité. Parler à des experts cybersécurité, ils connaissent tous ça. Et aujourd'hui, il est employé, ça fait 1 an à peu près. Il y a même je crois que Satya Nadella de Microsoft, j'avais vu un de ses discours, il parlait même de red teaming. C'est passé vraiment dans le vocabulaire, dans le domaine de l'IA, en signifiant le red teaming qui est très lié à la sécurité. Dans le domaine de l'IA, il est un peu plus large, parce que là, on va parler d'un périmètre qui comprend la robustesse, mais aussi les problèmes d'équité, les problèmes d'erreur. On pourrait substituer à un concept d'audit. Donc, je vais passer à une petite démo de notre librairie open source. Encore une fois, je pense que ça apparaît comme beaucoup de nouveaux concepts qui sont nouveaux. On a essayé de, le plus possible, vous donner des outils pour commencer à avoir un diagnostic très rapide sans avoir à tout paramétrer. Donc, je vais vous montrer le premier diagnostic. Ah oui, toujours. Pardon. Ouais, donc, alors, je vous montre un cas d'usage LLM sur, là, ici, un RAG très typique sur le rapport du GIEC. Vous pouvez littéralement prendre ce code-là, le roder dans votre notebook Python et mettre un autre rapport ou mettre d'autres couches, ça fonctionnera pareil. C'est juste pour l'exemple, avec un prompt assez typique, avec, voilà, vous êtes un assistant sur le climat, votre but c'est de répondre à des questions typiques sur le changement climatique, contexte, question. Ça utilise là OpenAI. Tout fonctionne, enfin évidemment, avec des modèles open source ou d'autres modèles. Ça, on vous demande pas de changer la façon de travailler. Nous, on fournit 2 abstractions qui nous permettent de communiquer, de tester le modèle et de récupérer les données facilement. Donc, Giscard.modèle et Giscard.dataset, c'est facile jusqu'ici. Giscard.modèle, en fait, tout simplement, vous pouvez passer une fonction qui va permettre d'appeler le modèle. C'est du black box testing, il n'y a pas besoin d'avoir accès au modèle sous-jacent, ça peut être derrière une API. Le type de modèle, c'est text generation, et on vous demande de donner un petit peu de metadata sur le but du chatbot. Ça, c'est important parce qu'on va faire de la génération automatique de données limites. C'est souvent quelque chose qui manque en fait au début quand on n'a pas de données de production. Et ça, c'est optionnel, mais vous pouvez mettre quelques exemples de questions en entrée. On va notamment utiliser les datasets pour pouvoir inférer la langue. Ça, c'est important aussi, les concepts de langue. Alors, il faut bien voir que les vulnérabilités que vous allez avoir dans une langue ne seront pas les mêmes dans une autre. Un des premiers scénarios sur lesquels je vous conseille de vous protéger, c'est de verrouiller la langue, ou les langues. Parce que, un bot en français qui, si vous n'avez pas mis de garde, en fait, en anglais, il va avoir beaucoup plus de vulnérabilités, des choses que vous n'avez pas prévues. Donc, ça, c'est un truc à verrouiller important. Et là, vraiment, on a fait les choses le plus automatique possible. On a appelé ça le scan, en référence à un scan d'antivirus. C'est une méthode standard, Giscard.scan, qui fonctionne pour des LLM comme pour d'autres types de modèles et datasets, qui va fournir un rapport. Un rapport qui couvre des risques d'hallucination en les priorisant. On estime, c'est un diagnostic,
faut bien que vous l'investiguez. Et on va vous aider en essayant de donner une estimation en utilisant différentes techniques, notamment LLM as a Judge, mais pas que. Donc, par exemple, on n'aura pas le temps de les faire tous et notre documentation, on détaille tous les papiers et tout le code est auditable. Mais peut-être si on garde deux qui sont intéressantes. Sur l'hallucination, souvent le problème c'est que vous n'avez pas de ground truth. Donc, on a implémenté une méthode qu'on appelle la sycophancy, qui s'appelle le sophisme en français, où on va vérifier la cohérence des réponses du modèle en orientant la question de deux façons différentes. Et en fait, ça, c'est une méthode qui permet de s'abstraire d'avoir une ground truth, en fait, de détecter des hallucinations assez facilement. Typiquement, encore une fois, on fait de la génération automatique. C'est-à-dire que si vous renez ça sur votre chatbot, vous allez être capable de générer des choses qui ne sont pas du tout liées au changement climatique, mais liées à votre contexte. Donc là, et vraiment, LLM as a Judge, bien utilisé, c'est très, 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 très puissant. Parce que c'est complètement impossible à ce stade, même si peut-être si vous bossez dans les grandes entreprises, les gens, ils veulent que vous ayez des tests, tout soit écrit, mais annoter, on ne peut pas annoter l'univers de tous les mots qui peuvent exister dans le monde, et encore moins l'univers de toutes les phrases. Donc, LLM as a Judge, l'IA générative, est vraiment amène des solutions, en fait, notamment sur ce cas. Voilà sur le sophisme. On a aussi on parlait des injections de prompt. Nous, on a une database d'injection enrichie de façon continue avec les différentes vulnérabilités classiques. Et ça, évidemment, ça va vous permettre de aussi faire des choix un petit peu plus smart sur votre modèle sous-jacent. Parce que, en fait, vous pouvez très facilement, on a une intégration avec des experiment tracking tools comme Databricks ou Weights and Biases. Vous pouvez runner sur différentes versions, vous changer le foundation model, vous changer d'autres couches, et vous pouvez comparer en fait les performances là-dessus. Idem sur Sensitive Information Disclosure. On ne prétend pas du tout que ça va couvrir à 100% de vos risques, mais ça vous permet d'arriver peut-être à 60-80% et d'avoir un premier diagnostic et une idée de là où il faut que vous renforciez. Le but, c'est que vraiment pour la défense, vous ayez écrit des tests. Donc, cet objet-là peut, de façon complètement transparente, être converti en une suite de tests. Et là, les tests, j'imagine que vous connaissez en logiciel, c'est des fonctions Python qui vont prendre en input modèle et dataset. Vous allez avoir des logiques de seuil, vous allez pouvoir les customiser. Si vous avez un test qui est un faux positif, vous pouvez l'enlever. Si vous voulez rajouter des tests, vous pouvez les rajouter. On est à peu près on time. Je vous mets, si vous êtes intéressé, donc là, l'API reference, on a tous les détails pour les détecteurs sur les LLM, on a tous les détails du code, les références bibliographiques pour vérifier comment on l'a implémenté. Et idem pour les tests. Voilà. Est-ce qu'on a 5 minutes pour quelques questions? Ouais, une question. Ouais, c'est Nico pour la 13. Je pose la première question, comme ça descend un peu. Ça a l'air de faire hyper peur de mettre un LLM connecté à du RAG en prod pour une utilisateur. Moi, je vois qu'ils le font vraiment. Ou est-ce que tout le monde se dit non, soit je passe par des gens qui ont déjà vérifié que c'est le bon, soit ils font des trucs qui sont pas en RAG, je fais un tuning ou comme ça. Il y a des gens qui le font. Ouais, alors pas encore énormément, parce que en fait, concrètement, il y a vraiment un très très gros gap entre déjà passer en prod, c'est un premier gap. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont passé aujourd'hui, tant mieux. Mais le passage de 10 à 100 et 10 à 1000, il peut faire mal. Nous, de temps en temps, nous, on aide pas mal d'entreprises. Parfois, on est un peu venu et en fait, les gens ont scale back parce qu'ils se rendaient compte qu'ils n'étaient pas prêts. Donc, c'est important, il n'y a pas de honte de prendre le temps de bien fine-tuner, d'avoir les bons tests dans un périmètre, une sandbox restreinte, 10 à 100 utilisateurs. Hyper important d'impliquer aussi des gens qui ne sont pas des data scientists, mais des gens, peut-être des product owners. Éventuellement, il y a des équipes très matures, ils ont des gens dédiés à la QA des chatbots.
Les gens, voilà, ils essaient de trouver plein de cas limites, etc. Avant de passer à l'étape limite. Le scénario dont tu parlais avec les DDoS, c'est aussi vérifié dans cette librairie Python, c'est alors tout un truc logiciel, quoi. On aurait pu l'implémenter, on n'a pas voulu parce qu'on ne voulait pas être accusé de donner des coûts du test. Voilà. Mais on en parle parce que ça, pour le coup, c'est une des premières sauvegardes à faire. Pour voir que, du coup, dans le cadre de nos tests, on va aller taper votre API de LLM. On essaie d'être le plus transparent possible là-dessus. D'ailleurs, on fournit même un estimateur, c'est-à-dire par défaut, quand avant de lancer le scan, parce que le scan, le scan full, si vous choisissez de faire tous les détecteurs, c'est quelque chose de vraiment détaillé. Hein. C'est un truc, ça prend 30 minutes à runner, mais on vous le met là. Estimated calls, on vous le met là. Le nombre de tokens. Là, on a fait l'estimation pour GPT-4, comme il y a des API. Dans tous les cas, vous avez le nombre de tokens. Vous pouvez calculer si c'est un autre format. Mais comme ça, il n'y a pas de surprise. C'est raisonnable. Hein. C'est-à-dire que les usages de test, le coût de l'inférence, c'est moins de 10% du coût en prod. Mais on n'a pas voulu faire des attaques de DDoS pour que les gens disent qu'est-ce que vous avez fait, remplissez-moi. Merci beaucoup pour la présentation. Et j'imagine que ce que tu nous as présenté là, c'est l'open source. Ouais. J'imagine qu'il y a une limite à l'open source quelque part. Non, vraiment, nous, tous les tests sont open source. Nous, on a des produits commerciaux qui sont plutôt liés à des interfaces, de la mise en conformité, mais en fait, dans un but d'audit. Parce que demain, si vous travaillez sur des cas à risque, en fait, vous allez avoir des audits. Ça va être fait par la CNIL en France. Mais, en fait, c'est mieux, en tout cas, c'est nous, notre ethos, que les auditeurs puissent avoir du code transparent pour les tests eux-mêmes. Donc, c'est sur des interfaces. On a un autre produit. Ça, si vous voulez, on pourra en parler. Je ne vais pas présenter là parce qu'on n'avait pas le temps, mais c'est un autre produit qu'on fait lancer. Et alors là, tu lèves les problèmes, mais est-ce que tu donnes des solutions ou des pistes de solutions? Ouais, alors, on le fait en conseil aujourd'hui. On n'a pas encore de produit, mais c'est quelque chose qu'on a bien en tête. En tout cas, sur les produits commerciaux, c'est effectivement quelque chose qu'on a en tête. Dans la partie open source, c'est plus. C'est vraiment les tests. Ouais. Tous les tests, pour le coup, sont open source. Et ça, on garantit que, dans une boîte, effectivement, on a un business model sur d'autres produits, mais la partie test, on garantit que c'est gratuit. Et d'ailleurs, si vous voulez, il y a des gens qui contribuent, d'ailleurs, qui ne travaillent pas chez Giscard. Cette question technique, on disait qu'on peut brancher ça sur WebDB10. Est-ce que c'est ce qui peut sur MLflow? Ça va être encore. Ouais, complètement. MLflow, on a déjà pas mal d'écosystèmes d'intégration. Donc, il y a un truc, clic-bouton. D'ailleurs, c'est même intégré dans MLflow. C'est-à-dire que MLflow, ils ont une Evaluate API. Et en fait, pour vous montrer, vous pouvez faire en fait MLflow et en gros, il y a list evaluator, vous avez une option Giscard dans MLflow. N'hésitez pas, en tout cas, je vais rester pour faire la présentation de Kitty. J'ai mis, si vous avez intérêt, j'ai des stickers avec la tortue. Oui, pourquoi cette tortue? C'était pour avoir un côté un peu humain. Et c'est la robustesse dans beaucoup de cultures, la tortue. Voilà. Vous êtes combien aujourd'hui sur les on est une vingtaine. Ça fait 3 ans. Et, là, avant de ChatGPT. Vous avez aussi une solution de monitoring pour la prod? Non, ça on fait vraiment pas. Pour le coup, on fait pas du prod. On est vraiment le côté risque. Si tu arrives en prod, c'est déjà trop tard. Par contre, on gère les modèles d'IA classiques. C'est une question, alors, ça part sur la partie conseil, mais alors qu'est-ce que tu recommanderais? C'est de travailler bien les custom pour s'assurer qu'on ne tombe pas dans cet effet-là. Est-ce que c'est
faire une analyse après la génération, c'est-à-dire vérifier avec une deuxième appel potentiellement qu'on n'est pas en train de passer des mauvaises infos. Est-ce qu'il y a des grands principes entre guillemets si on peut les s'entretenir? Ouais, alors aujourd'hui, on est encore sur le diagnostic qui n'est pas forcément fait, donc c'est important de le faire et s'il reste, ça peut prendre du temps. Sur la remédiation, l'idée c'est d'avoir des méthodes d'évaluation qui quantifient, parce que sinon, en fait, le problème c'est que ça peut être des débats qui sont très lunaires en fait. Ils sont pas quantifiés, donc faut le faire. Après, sur les guardrails, nous, je pense qu'on l'annoncera le mois prochain. On va faire, ça va être très expérimental, mais qui connaît ici Nemo Guardrails? Ok. Ouais, Nemo Guardrails, c'est le framework de NVIDIA des guardrails. Vous allez pouvoir convertir les tests en guardrails dans c'est très compliqué à utiliser, Nemo Guardrails. Je sais pas si ça deviendra standard, mais c'est NVIDIA qui le fait. Nous, on y croit beaucoup. Et en fait, vous pourrez exporter chaque test en guardrails dans leur langage de guardrails qui s'appelle Collant. Ça, on l'annoncera le mois prochain. Mais je pense qu'on fera aussi des choses un petit peu plus, des méthodes de mitigation un peu out of the box, sous forme d'API. C'est un projet qu'on a pour l'année prochaine. Bonjour à tous. Du coup, nous, on n'est pas les gens de chez CNIL et on travaille tous les deux dans l'équipe solution. C'est-à-dire qu'on accompagne nos clients dans l'implémentation de leur cas d'usage et tout ce qu'ils peuvent faire avec nos outils et nos services. Et l'idée, là, pendant ces 20 minutes, une demi-heure qu'on a ensemble, c'est de vous parler de... déjà, très rapidement, on va vous dire qui on est, historiquement, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et puis ensuite, vous parler de ce qu'on fait maintenant dans l'IA générative. Donc, à la fois dans le domaine de l'annotation de données, à la fois pour annoter plus rapidement avec des modèles d'IA génératifs, à la fois pour évaluer des modèles génératifs. Là, je pense que malheureusement, vous ne pouvez pas être là juste avant hein, pour vous écouter, mais à mon avis, il y aurait des synergies intéressantes à voir, parce que je pense qu'on arrive juste après. Quoi. Et enfin, le dernier point, ce sera de discuter ensemble de ce qu'on fait dans le fine-tuning des LLM aussi. Donc là, plutôt avec des grands acteurs de l'IA générative. En tout cas, n'hésitez pas, on va essayer d'aller doucement, on alternera entre la présentation et puis de vous montrer l'outil concrètement. Mais n'hésitez pas à nous poser des questions, soit à la fin, mais aussi pendant qu'on parle. Il n'y a aucun problème, c'est avec grand plaisir. Du coup, Kili, donc on est une boîte de logiciels française créée il y a, je pense, 6 ans maintenant, par un entrepreneur et l'ancien Head of IA de la BNP Paribas, qui avait construit en interne une plateforme d'annotation. Et donc, il a décidé de créer ce produit-là, de le packager en produit et de le vendre à des grandes entreprises. Et donc, c'est la première brique de l'entreprise qui a été créée, c'est-à-dire c'est un outil logiciel qui sert à annoter des données, c'est-à-dire à créer les bons exemples pour pouvoir entraîner des modèles. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on travaille avec Raphaël. J'étais chez Stonal pour aider ses équipes à avoir des bons outils pour créer des bons exemples et arriver à créer des modèles plus rapides. Ça c'est le premier élément. Vous voyez qu'il faut lier à gauche. Voilà. Donc une plateforme d'annotation qui permet d'annoter tout type de données, donc que ce soit du texte brut, des documents PDF comme chez Stonal, mais aussi sur des cas d'usage computer vision traditionnels, images et vidéos, et aussi beaucoup, parce qu'on travaille pas mal dans le secteur de la défense, sur des cas d'usage computer vision plus complexes, notamment du géospatial. Voilà. Là, il faut des outils en général assez un peu plus spécifiques, on va dire, que une plateforme d'annotation classique. Et ce qu'on fait en plus de ça, là, ce que vous voyez à droite, c'est en plus de fournir le logiciel, c'est aussi grâce à un écosystème de partenaires, en fonction des besoins, de mettre à disposition du service. C'est-à-dire que quand on a une problématique d'annotation, c'est-à-dire une tâche d'annotation à réaliser, par exemple là, c'est bête, je veux détecter des voitures en faisant des bounding box sur ces images-là, et là on peut mobiliser les bonnes personnes pour réaliser cette tâche efficacement et à des coûts
compétitif. Donc, c'est la combinaison du logiciel et de ce service. Et donc ça, on le fait avec principalement des entreprises d'assez grande taille en France, en Europe et aux États-Unis. Mais du coup, par contre, de cette activité historique, on va dire, l'IA générative est arrivée il y a quelques temps maintenant, et donc, nécessairement, ça a impacté l'entreprise et nos activités. Et je pense, on a séparé ici un peu, et c'est à 100% ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, en 3 points. Comment est-ce que Kili a été impacté par l'IA générative? Et en fait, on a un peu le symétrique de ça, c'est-à-dire que ce qu'on fait maintenant avec nos clients dans l'IA générative. Et donc, le premier point, c'est d'accélérer la tâche d'annotation. Donc, c'est-à-dire utiliser un copilote pour créer un jeu de données d'entraînement plus rapidement. Et donc, c'est-à-dire que je veux créer on travaille beaucoup dans le secteur de la banque, de l'assurance, par exemple, avec beaucoup de sujets de classification. Dans le retail aussi, on a beaucoup de classification d'emails, d'extraction d'informations dans des emails. Si on veut faire notre cas d'usage de classification d'emails, au lieu de demander à des experts métiers d'annoter 1000, puis 2000, puis 5000 exemples pour créer mon classifier, moi, je vais plutôt adopter une approche un peu différente que Paul va pouvoir vous expliquer en détail juste après, c'est-à-dire de créer un jeu de données de vérité de terrain un peu plus petit, disons 50, 100 exemples, et puis ensuite d'itérer sur le prompt de mon agent, mon agent LLM, pour atteindre la performance sur ces X exemples. Ensuite, une fois que j'ai atteint une performance à 10 exemples, je peux étendre ça sur un jeu de données beaucoup plus grand et ensuite entraîner mon petit modèle. On va en discuter ensemble, mais pourquoi est-ce que certaines personnes ont besoin du coup d'entraîner un petit modèle? Pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas leur LLM directement? Et il y a ça, il peut y avoir plein de raisons. Ça peut être notamment des raisons de coût, des raisons de performance aussi, quand on a des temps d'inférence faibles, etc. Ça, on peut rentrer dans le détail ensuite après. Donc ça, c'est le premier élément, c'est-à-dire utiliser un copilote pour en fait faciliter le travail de l'humain dans la création d'un jeu de données d'entraînement. Le deuxième élément, c'est sur le monitoring et l'évaluation. Donc, pour évaluer on va dire un agent ou une stack déployée, c'est-à-dire que on peut faire des tests automatiques, c'est cool d'en faire le maximum possible, mais une fois qu'on passe, nous en tout cas, on accompagne nos clients sur la partie humain et le lien avec l'humain dans cette évaluation des agents mis en preuve. Donc, c'est-à-dire, c'est la combinaison entre le modèle qui produit des données et les experts métiers qui sont en mesure d'attester si oui ou non la sortie du modèle est cohérente et match le niveau de performance. Donc ça c'est en fait ça c'est un usage de Kili qui est ultra historique. Typiquement, c'est ce qu'on a commencé à faire ça. Enfin, je sais pas quand est-ce qu'on a commencé à travailler avec Louis Vuitton sur ces sujets-là, mais du fait du monitoring de chatbot, d'un de leurs chatbots customer facing par des experts métiers en interne chez eux. C'est un truc qu'ils ont fait avec l'outil Kili depuis, je pense, 3 ou 4 ans, quoi. Et donc, ça s'applique de façon hyper parallèle à la Gemini, maintenant qu'il y a des chatbots partout, qu'on essaye d'en mettre beaucoup plus en production. Moi, je vous parlerai de cette seconde partie avec un focus sur le RAG, notamment, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on arrive à créer des bons exemples de benchmark pour évaluer les stacks RAG quand on commence à les mettre en place. Et donc, on pourra deep dive là-dessus après. Et voilà. Et le dernier élément, c'est en fait le fine-tuning de LLM pour créer des modèles custom. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est un domaine d'activité qu'on a pour l'instant en énorme majorité avec les boîtes qui construisent les LLM, donc principalement des gros acteurs américains et évidemment maintenant français, quoi. Et donc l'idée c'est de les accompagner dans la création de jeux de données d'alignement. Donc ça aussi on va pouvoir creuser là-dessus. Et donc l'alignement des LLM, ça peut vouloir dire plein de choses. 90% des tâches en tout cas qu'on fait aujourd'hui, c'est soit des tâches pour spécialiser sur le fine-tuning du modèle,
donc créer des exemples pour faire du supervised fine tuning avec un prompt et une complétion de ce prompt qui sont rédigés manuellement, ou bien créer des exemples pour faire du reinforcement learning avec feedback humain. Donc là, c'est des tâches d'annotation un petit peu différentes. On a un prompt et 2 propositions de réponse, et une personne est invitée à choisir quelle réponse est meilleure que l'autre pour entraîner le modèle qui fait cet alignement. Voilà, donc ça c'est un peu, in fine, après vous avoir dit un peu ce qu'on faisait à la grosse maille, c'est un peu le programme d'aujourd'hui, de ce qu'on voulait voir ensemble. Donc on va commencer par cette partie copilote, ensuite le RAG, et enfin on vous montre ce qu'on fait dans le fine tuning, si ça vous va. Ok. Bon. Allez, Paul, c'est pour toi, alors je te laisse. Ouais, merci Jean. Je vais prendre la main et parler un peu de la vie copilote. Donc en fait, c'est le concept assez simple. L'idée, c'est de dire on va utiliser un modèle pour nous aider à construire le data instantanément. Après, c'est ce que disait Jean, mais il y a plein de raisons qui peuvent pousser un client, enfin quelqu'un à utiliser un autre modèle qu'un LLM pour faire de la prod, et donc à construire en fait un dataset en s'appuyant sur un gros modèle qui est un LLM, qui va avoir les avantages d'être zéro shot d'une certaine manière, on va pouvoir construire seulement le compte, etc. Construire un dataset et ensuite entraîner sur un modèle comme ça, ou spécialiser par la suite. Donc, en fait, historiquement, nous, on a toujours eu cette possibilité dans la plateforme, donc qui est d'intégrer les résultats d'un modèle de machine learning dans le processus de notation. Et donc, pour pouvoir concevoir le dataset de manière un peu itérative avec des itérations entre du feedback humain, du réentraînement, des adaptations, etc., ce qui va pouvoir permettre d'accélérer le projet. Ce que change les LLM, c'est que ça permet d'accélérer pas mal d'itérations. Parce qu'au lieu d'itérer sur, par exemple, un cycle de réentraînement, on va pouvoir itérer directement sur un compte. Donc, en fait, la modification d'un compte, c'est quelque chose qui peut aller assez rapidement. Et donc, l'idée, c'est de créer ce qu'on appelle un prompt intelligence, donc en fait un prompt basé sur un LLM, ensuite la techno elle est libre d'utilisation, pour ensuite créer un dataset d'entraînement jusqu'à ce qu'on, de manière itérative, jusqu'à qu'on ait une bonne performance et qu'on ait ensuite un dataset assez complet qui puisse nous permettre d'entraîner un autre modèle. Et donc, là-dessus, je vais vous montrer une vidéo. Donc, c'est une vidéo d'ailleurs de moi-même qui faisait une démo lors d'un webinar. Je vais la commenter moi-même directement. Dedans, on voit la plateforme, voici un prototype. Il y a quelque chose qui n'est pas encore directement inclus dans l'outil. Donc, en termes de UI, il faudra être un peu intelligent si ça s'intéresse. C'est quelque chose qui est encore de phase de prototypage chez nous. Et donc, ce que vous allez voir, juste pour donner un peu de contexte, c'est sur un jeu de données vraiment naïf, mais c'est ce concept de utiliser un LLM pour préannoter de la donnée, faire des corrections sur un dataset de benchmark sur lequel on va avoir des grandes trousses, donc jusqu'à ce qu'on ait une performance atteinte qui soit correcte, et ensuite utiliser ça pour la le reste du dataset. Donc, je vais couper le son. Et je parle. Donc là, ce que vous voyez directement sur Kili, c'est et donc, au lieu d'entendre mon super accent anglais, je vais parler en français. Non, du coup, juste ce que vous voyez là. Voilà, l'idée, c'est, là, vous voyez notre plateforme, enfin, la plateforme Kili, là, il y a un dataset. Donc ici, ça va être des commentaires qu'ont laissé des gens sur un service de bus en Angleterre, il me semble. Et donc, sur ce dataset, on va juste faire de la classification. En fait, on pourrait étendre ça à du NER ou d'autres tâches sur le texte. Honnêtement, aujourd'hui, on fait des choses assez poussées directement avec les LLM. Et là, dans ce dataset, vous voyez, il y a donc là, il y a les différentes reviews et il y a une partie du dataset qui est déjà un statut reviewed. Donc ça, c'est un dataset qu'on va appeler le benchmark. Donc là, on simplifie. Effectivement, il n'y a que quelques exemples. Dans l'idée, c'est par exemple une centaine, peut-être plusieurs centaines d'exemples sur lesquels vous avez la vérité. On a la vérité terrain, donc sur lesquels on va pouvoir appliquer un bench et effectuer ensuite des calculs de musique. Donc voilà, c'est ce que je vais montrer. Ici, on a assez simplement en fait. Alors,
la manipulation de la vidéo. Je suis désolé. Pardon. J'arrive pas à... Voilà. Je peux naviguer comme ça? Oui, ok, très bien. Voilà. Donc, l'idée, c'est que vous avez ici, puis Jean montrera l'outil en live. Mais ici, vous avez donc, du coup, par exemple, la review qui a été faite sur le service de bus. Donc, ici, la personne est satisfaite. Et à droite, vous avez une ontologie très simple avec 3 catégories sur la classification de la review. Donc voilà, donc là on a 5 éléments sur lesquels on a la vérité terrain, avec les 3 catégories. Est-ce que le client est dissatisfait du bus en lui-même? Est-ce qu'il est dissatisfait de la route qu'a emprunté le bus? Ou est-ce qu'il est satisfait du service dans sa globalité? Et ensuite, on a 4 exemples. Ici, on en a une de chaque catégorie à minima, qui nous sert de dataset de benchmark. Et donc, ensuite, voilà, donc ça c'est la partie qui est aujourd'hui en prototype, parce qu'on peut tout faire à date. On peut pousser directement les prédictions du modèle avec une API dans la plateforme. Et ils seront visibles ensuite dans l'outil. Par contre, on ne peut pas faire la partie modification du prompt encore dans Kili. C'est quelque chose qu'on est en train de prototyper chez nous, et ce qui permettrait de donner la main aussi à des acteurs moins techniques, typiquement sur la création des sites. Donc là, ce que vous voyez, tout simplement, c'est un interface qu'on a prototypé avec la possibilité de lier justement cette interface à un dataset d'Ampli. Et vous avez, voilà, vous pouvez ajouter du coup une prompt. Donc, en fait, il y a simplement un backend dans lequel vous pouvez l'API vers votre LLM. Ça vous permet ensuite de faire intégration. Là, vous pouvez visualiser le prompt qu'on utilise pour faire les prédictions. Vous pouvez l'appliquer sur un des assets du dataset de benchmark, donc sur lesquels on a déjà la vérité terrain. Et vous pouvez visualiser en bas à droite, simplement la vérité terrain et la prédiction qui est faite par le modèle. Donc du coup, ici, on va voir que, par exemple, voilà, le copilote fait une erreur, il prédit que la grande trousse, c'est que la personne est satisfaite de la vérité terrain, alors que on voit bien que la prédiction ici, c'est que on n'est pas satisfait du service. Du coup, ce qu'on va permettre ici, c'est de venir modifier directement le prompt. Et donc, vous pouvez tester en fait votre prompt sur les différents edge cases qui sont contenus dans la base de vérité terrain que vous avez, et venir itérer sur la bonne formulation du prompt. Qui va permettre de faire des prédictions. Donc là, par exemple, je vais l'appliquer. Et bien sûr. Ah oui, pardon, vas-y. Ouais. C'est quoi le modèle pour là, pour la démo, ça doit être GPT-4. C'est sûr, oui, c'est sûr. Ouais. de manière générale, je marquais un peu les modèles qui marchent, les modèles qui marchent pas. Ouais, pas nous à titre perso, mais chez Kili, ouais, dans l'équipe ML, en tout cas, pour des raisons de simplicité, on a commencé par s'intégrer, on a fait cette intégration avec GPT-4 qui marchait super bien, quoi. Mais notre idée, c'est plutôt c'est pas d'avoir un parti pris produit hyper fort là-dessus, quoi. Et de laisser la capacité de plugger n'importe quel modèle super facilement en fonction des différents use cases. Et vous voulez laisser la main au client, et leur poser après, utiliser leur modèle. Non, nous, c'est entièrement, on va laisser la main au client. Ouais. C'est vraiment, en fait, vraiment le but, c'est de focaliser sur nous, c'est un aspect focalisé sur la donnée, vraiment, la donnée elle-même. Et ensuite, la couche modèle, c'est vraiment le client qui va pouvoir choisir ce qu'il a envie d'utiliser. Donc, ça pourrait être une couche d'un modèle open source, type Mistral, Llama ou autre, qu'il host, par exemple, sur ce qui est vrai ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà, il va mettre son endpoint et il va vraiment itérer avec le modèle que lui-même développe. S'il y a un endpoint payant, c'est lui qui gère ça de son côté ou c'est via le forfait, je sais pas comment on fait, c'est des solutions.
Alors, une bonne question. Donc, s'il a sa propre instance payante, il peut plugger la scène pour utiliser son service. Ah, oui, à moyen terme, pour ceux qui n'ont pas de préférence, qui veulent juste utiliser un modèle out of the box, on peut donner accès à une instance que nous, on host comme ça. Après, pour l'instant, c'est des parties de notre produit qui sont assez récentes. Tu vois, on a un peu des équivalents aussi côté computer vision, en ayant branché un peu dans l'app des modèles qui veulent faciliter les gestes compliqués manuellement. Des modèles un peu agnostiques de computer vision qui sont beaucoup moins agnostiques que des LLM, évidemment. Et donc, sur tous ces éléments-là, on est vraiment en train d'itérer avec les premiers clients chez qui il y a le plus d'usage. Aussi sur les business models. Ouais. Il y a d'autres questions à ce stade? Et juste pour reprendre, donc, voilà, ce que je vais faire ici, c'est qu'on va itérer sur les différents exemples. Et donc là, typiquement, on va avoir, voilà, ici on va avoir une nuance. En fait, si on lit l'asset, par exemple, on voit qu'il explique que le chauffeur de bus fait des pauses qui sont pas nécessaires et que du coup ils sont arrivés en retard. Donc là, il y a une petite nuance dans la classification. Bon, c'est fait exprès, mais l'idée c'est que la vérité terrain, c'est qu'on a en fait une insatisfaction vis-à-vis de la route qui a été empruntée par le bus et non pas du bus en lui-même. Donc là, ce que je vais faire, c'est si je reviens en arrière, c'est je vais modifier par exemple mon prompt pour enforcer le fait que quand il y a une mention de la route ou de l'heure d'arrivée, etc., on force par exemple une certaine catégorie. Donc bien sûr, on fait ça beaucoup plus finement en production, d'essayer de le modifier petit à petit. Et lorsqu'on a un prompt à peu près satisfaisant, on va l'appliquer sur l'ensemble du dataset de benchmark. Je vais récolter quelques métriques ici. Je crois qu'aujourd'hui, maintenant, on a le graphique dans le prototype. Mais l'idée, c'est quoi? Vous avez les métriques dans une matrice de conclusion. Vous pouvez évaluer sur ce dataset de benchmark sur quelle catégorie est-ce que mon compte ne fonctionne pas, pourquoi. Éventuellement, même créer quelques tests unitaires, certains edge cases qu'on va venir pinguer pour s'assurer qu'il n'y a pas de régression, en fait, d'une évolution du prompt à l'autre. Et une fois que j'ai atteint un résultat satisfaisant, donc là, je vais pouvoir aller dans l'application. On va pouvoir venir, je peux visualiser à la fois en fait la vérité terrain, les différents runs de mon copilote. Alors là, j'ai oublié de le renommer, mais on peut les avoir. Je peux venir les comparer directement dans l'app. Il y a même des métriques qui vont être construites qui me permettent ensuite de filtrer sur mon dataset de benchmark où est-ce que j'ai des erreurs de mon modèle. Et une fois qu'on a un résultat satisfaisant, l'idée c'est de pouvoir l'appliquer sur 20 000 data points. Ça auto-labellise automatiquement la totalité du dataset et vous pouvez l'utiliser comme dataset d'entraînement pour un autre modèle, un autre projet, ou venir naviguer directement le dataset depuis la plateforme. Et donc, c'est une nouvelle manière. Enfin, c'est pas une nouvelle manière de labelliser parce que c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps avec d'autres types de modèles. Mais ce qu'apportent les LLM, c'est la possibilité vraiment d'itérer plus rapidement, parce qu'on va explorer. Il n'y a que ce compte qui va être modifié. Et d'avoir des résultats aussi day one. C'est-à-dire qu'avec un LM, honnêtement, vous pouvez très rapidement commencer à faire de l'auto-annotation. Pour juste un moment de construire le dataset de benchmark pour évaluer la performance justement du système. Donc voilà pour la petite démo. Désolé pour un problème sur la vidéo. Ensuite, Jean va reprendre. Vous allez aussi rentrer directement. Une question, est-ce que l'étape d'après, c'est pas créer un agent qui lui-même change le prompt, essaie de tester pour voir qu'il y a des erreurs, qui va comme ça? Alors, c'est peut-être plus compliqué que ça, mais ça donne envie de se dire c'est ça l'étape d'après, quoi. Ouais, carrément. En vrai, aujourd'hui, on est assez ouvert. Donc ça, c'est ce que vous avez présenté, c'est des choses qu'on a déjà fait. Enfin, on est même en train de faire actuellement avec certains de nos clients. À date, on n'écrit pas encore le prompt automatiquement. C'est encore quelque chose sur lequel il garde la main. Parfois, il faut par contre intervenir des acteurs qui sont pas techniques, par exemple, pour venir écrire certaines nuances, parce que ça va de métiers, etc. Mais ouais, effectivement, on pourrait imaginer. Par contre, c'est faisable avec notre API. Avec notre API, vous pouvez vous connecter sur tous les ensembles de la plateforme et mettre en place des workflows super avancés comme ça. Ouais. Si j'ai pris, c'est une interface qui permet d'itérer sur un prompt pour ensuite automatiquement labelliser un dataset. Ouais, c'est ça. Par rapport à des approches un peu plus classiques d'active learning,
Est-ce que ça apporte vraiment un plus ou est-ce qu'on peut combiner les deux peut-être à un moment donné? Oui, on pourrait combiner les deux. Alors, dans Active Learning, il y a pas mal la notion aussi de sélection des exemples. Donc après, il y a énormément d'Active Learning. Nous, par exemple, ça se branche dans la plateforme. On peut séquencer l'ordre dans lequel ensuite, par exemple, s'il y a de la notation humaine, on peut venir organiser dans quel ordre ça va se faire pour prioriser justement via l'Active Learning, effectivement. Maintenant, il y a Active Learning, donc c'est un peu pareil du modèle. Aujourd'hui, on le laisse libre à les clients. Ils peuvent utiliser la méthode qu'ils veulent. Donc ça, on pourrait faire, par exemple, la prédiction avec le LLM et utiliser une méthode ensuite de densité ou autre pour faire la priorisation ensuite de la notation. Par contre, on l'a aussi fait avec certains de nos clients. On peut aussi utiliser un LLM pour nous aider à prioriser les ensembles. Par contre, ça peut être fait avec un prompt totalement différent aussi. Ça peut être aussi de nous donner, on peut donner le résultat d'une prédiction et un certain prompt au LLM pour qu'il nous fasse ensuite un assessment ou utiliser les logs qu'il y a dans les sorties. Enfin, après, il y a beaucoup de méthodes qui peuvent être utilisées pour venir organiser justement qu'est-ce qui doit être, enfin, sélectionner ce qui doit être revu par. Est-ce que vous avez un peu réussi à estimer la qualité de la réalisation par rapport à un réalisateur humain? Alors, ouais, c'est la bonne question parce que c'est un problème que tout le monde se pose. Au bout d'un moment, et c'est un peu ce dont va parler Jean, et si on veut vraiment connaître la performance, bon, bah, il faut faire à la main un certain nombre de données. Et on vient, en fait, c'est à ça que sert le dataset de benchmark. Vraiment, c'est dire, ça, c'est notre goal set sur lequel on va bencher, avancer. Et sur des sujets type classification ou extraction d'entités, on va dire relativement simple, vraiment, ça marche, ouais, assez bien. Ouais. Ça dépend pas mal de la complexité de la tâche. C'est-à-dire que, effectivement, là, peut-être sur celui-là, sur la sentiment analysis, sur des revues, voilà, en l'occurrence des commentaires d'utilisation de transport en commun, ça allait. Je sais que sur des cas d'usage aussi. Donc là, la performance peut être assez bonne. Sur des cas d'usage un peu plus spécifiques métiers, on avait eu quelques retours de certains de nos clients où ils avaient fait un bench très clair entre, tu vois, le taux d'accord interannotateur entre leur pool d'annotateurs internes et celui avec un modèle, et les super étaient largement meilleurs. Mais parce que c'est aussi un cas d'usage assurance très niche, où ils cherchent à caractériser des dimensions de classification extrêmement fines. Peut-être qu'ils sont plus à l'écrire dans un prompt. Est-ce que vous avez une interface identique, par exemple, pour la vision? Est-ce qu'on peut décider sur une image ce qu'il aurait dû prédire ou les zones ou autre? Il existe la même chose sur ça. Oui, on va le voir à la fin. Mais ouais, tout à fait. Du coup, on a la même chose après pour la vision. Ouais, carrément. Je peux le montrer au passage, en fait. Hein, mais on n'a qu'à passer à la deuxième partie et puis on fera un détour par l'outil comme ça. Donc la deuxième partie, on avait dit, tac, hop, c'était tout ce qui était monitoring et évaluation. Donc, c'est-à-dire, ça peut être beaucoup de choses, hein, mais en tout cas là, on va peut-être prendre l'angle RAG et au moins comme ça permettra d'illustrer aussi, de montrer comment fonctionne l'outil. Mais c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à créer soit en sortie d'un modèle, valider que le comportement est le comportement attendu. Donc ça peut être pour différentes applications. Hein. En général, c'est pour mesurer le niveau de performance d'une stack qu'on a mis en production. Et il peut y avoir aussi, un peu en amont de ça, le fait de créer un jeu de données d'évaluation, un jeu de données de benchmark, un peu comme Paul l'a fait sur son cas d'usage précédent, mais dans le cas du cas d'usage classique, c'est assez simple, il n'y a pas trop besoin d'outils. Si on veut faire par exemple du RAG, ça peut être beaucoup plus compliqué, quoi. Donc ça, en fait, c'est ce que je viens de dire. Donc c'est la partie benchmark dataset ou aussi, enfin, oui, aussi il y a la partie monitoring. Hein. On peut, en fait, la partie monitoring, c'est un peu différent. C'est le fait de prioriser, un peu comme avec les méthodes d'active learning, en sortie de notre bot ou même peu importe modèle, d'arriver à prioriser le usage pour qu'il soit revu par les bonnes personnes. Et donc ça peut avoir deux vocations, à la fois de s'assurer qu'on lit bien de la qualité en production,
et aussi de créer des nouveaux exemples pour faire une boucle de fine-tuning et entraîner un potentiel modèle. En tout cas, ces deux éléments, on les voit clés avec nos clients qu'on a accompagnés dans la mise en place de Stack Ride. C'est pas sur des mises en place très lambda, c'est vraiment chez des gens qui avaient des gros besoins de performance, qui voulaient du coup mettre en place des briques très custom. Donc voilà, c'est des approches qui sont à prendre en compte, mais je pense avec le recul de ce qu'ils voulaient faire très précisément. Et du coup, le premier élément sur l'évaluation, c'est la création d'un dataset de benchmark. Donc, l'idée de créer manuellement un jeu de données de référence qui va permettre, tout au long de la durée de vie d'un cas d'usage, de bencher son niveau. Donc, on est habitué à avoir les métriques des nouveaux LLM qui sortent sur des jeux de données des vannes open source, mais dans un contexte privé d'entreprise, ces benchmarks sont pas nécessairement pertinents et on a envie de créer ses propres benchmarks pour mesurer un niveau de performance vis-à-vis de métriques, en tout cas de données qui nous sont cohérentes. Et du coup, comment ça se passe et ça, je vais vous montrer comment ça marche en Kili, mais c'est à partir de jeux de données. Ici, on est parti sur je vais vous illustrer ce qui est le plus proche de ce qu'on a fait chez un de nos clients dans l'assurance, encore une fois. Donc, pour créer ce jeu de données de benchmark, finalement, on doit avoir un ensemble de questions qui sont adressées au corpus documentaire et en parallèle, un ensemble de réponses. Donc, on crée ces deux objets-là manuellement, donc, soit en interne dans l'entreprise ou soit externalisé en tout cas manuellement par des humains, pour pouvoir ensuite les bencher par rapport à la stack. Si je change d'onglet et que je vais dans un projet, je pense dans un projet Kili, donc vous voyez la même interface que celle que Paul avait montrée, peut-être que c'est un peu petit, voilà. Vous voyez ici, ça c'est un projet Kili, donc pour répondre à la question sur un peu la diversité des projets, des problématiques qu'on traite. Vous voyez ici, je fais une petite parenthèse, mais sur la typologie de projet qu'on peut traiter, on voit qu'il y a des sujets texte, PDF, documentaire, etc., mais aussi des cas d'usage computer vision un peu classiques, où là, dans les cas d'usage computer vision un peu classiques, on intègre des outils d'aide à la notation qui peuvent être un peu différents. Vous voyez ici, si je dois faire un masque sémantique, super nul, autour d'un avion, ça, typiquement, il y a déjà des modèles qui font des masques hyper bien, notamment un modèle de méta qui s'appelle SAM. Vous voyez, où je peux lui donner soit des points d'intérêt, ou soit même des zones d'intérêt, si je veux lui faire annoter des parties d'image. Voilà. Donc, je lui donne en quelque sorte un premier prompt, et lui, en tout cas sur ce type de modèle très précis, c'est un modèle qui prend en entrée une image et qui applique un masque de segmentation sur l'image. Et donc là, ce que l'annotateur fait, c'est plutôt de se concentrer sur quelle est la bonne classe de ce masque créé par un modèle de machine learning, plutôt que de passer du temps à détourer des masques individuels, ce qui est pour le coup une tâche qui a été faite à l'échelle par méta pour créer SAM. Du coup, autant utiliser le modèle SAM. Voilà. Donc ça, c'est typiquement le genre d'outil qu'on peut avoir dans notre interface un peu historique pour faciliter la notation quand on fait de la computer vision. On peut avoir aussi d'autres choses. Là, je pourrais pas vous le montrer, mais par exemple, quand on fait des bounding box, qu'on a des objets similaires sur une image, on peut faire une bounding box sur un seul objet, et puis ensuite, on peut faire comme un propagate sur le reste de l'image avec des modèles de similarité ou des modèles de template matching, par exemple. Donc, c'est des choses qu'on peut mettre en place aussi sur des projets de notation. En tout cas, si je reviens du coup pour le coup, notre cas d'usage RAG, du coup, dans le RAG, on traite de documents, et donc, on est dans un projet Kili qui est un petit peu différent, c'est-à-dire que c'est un projet de PDF. Donc, vous voyez que dans mon interface, ici, j'ai l'intégralité d'un document PDF qui est à disposition. Et pour créer notre dataset de benchmark de RAG, dans ce cas précis, on demande à nos annotateurs, à nos experts métiers, de nous créer cette vérité terrain. Vérité terrain dans le RAG qui est question, contexte, réponse. Et du coup, ici, on est invité à directement dans l'interface écrire une question. Ok, donc ça c'est la partie la plus basique. Ok, une première question. Et ensuite,
en tant que l'annotateur, va aller manuellement dans le document. Voilà. Lui a la connaissance métier, disons, de lire l'introduction, de comprendre ce qui en découle. Il va aller surligner, donc vraiment prélever la donnée sur les chunks qui sont pertinents pour répondre à la question. Donc typiquement là, si on veut spécialiser une fonction de recherche documentaire, et plus loin après, si on veut spécialiser ces uploaders, même faire la même chose avec la réponse totale que le modèle aurait fait à la question. Et donc, ça, pour le coup, c'est des challenges d'interface qui sont un petit peu plus complexes. Et en tout cas, qui permettent, enfin, dont l'idée est de créer ce jeu de données d'évaluation. Ce que je voulais vous montrer en suivant, c'était un peu le parallèle, hein, donc c'est-à-dire ce qu'on fait après ça. Et donc, c'est la partie évaluation. Mais avant ça, donc, la première façon de le faire, ce jeu de données de benchmark, c'est de le faire manuellement, comme je viens de vous le montrer. Hein. Une façon améliorée de le faire, c'est d'inclure de l'automatisation dedans. Donc, c'est-à-dire que là, c'est ce qu'on montre ici, parce que c'est une intégration programmatique qu'on fait à Kili, c'est pas un truc qui est natif dans l'outil. Mais c'est l'idée que quand on a un modèle existant, on peut le brancher à disposition, et du coup, quand on a un utilisateur sur ce qui apprécie, créer une question pertinente sur ce corpus documentaire, on peut aller envoyer cette question à la stack RAG complète pour qu'elle nous fournisse en retour les chunks sélectionnés ou la réponse sélectionnée. Et du coup, là, ce qu'on voit dans le GIF ici, hein, qui est une intégration qui a été faite par ce même client dont je parle là depuis tout à l'heure, qui est vraiment une illustration très proche de la tâche que eux réalisent au quotidien pour évaluer leur performance. C'est que du coup, à partir du moment où l'expert métier, qui a priori sont du coup des experts de l'assurance, d'un sous-domaine, etc., très précis, ont commencé à écrire leur première question, directement on appelle la stack, on a les premières propositions qui sont retournées, et l'annotateur, dans ce cas-là, peut valider simplement ce que le modèle retourne en premier lieu. Et du coup, plutôt que de créer une annotation from scratch, corriger ce que le modèle est en train de prédire. Et là, inversement, on peut le faire dynamiquement, comme tu as montré. Enfin, à partir de, on pose des questions, on a le retour du modèle, on valide le retour du modèle. On pourrait partir aussi de tout l'ensemble des questions et des réponses du modèle directement, puis on valide l'ensemble. On pourrait même avoir le modèle qui crée à la fois les questions, on valide les questions, il crée les réponses, on valide les réponses. Enfin, voilà. On peut intégrer le modèle à différents endroits du process pour gagner du temps. Et à chaque fois, c'est un peu une question d'humain. Enfin, vu que, nous, en tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est de créer les meilleurs jeux de données, de permettre aux experts métiers de créer les meilleurs jeux de données. Donc, on est en train, avec des interfaces, avec des intégrations, d'essayer de leur faire gagner le plus de temps possible dans cette tâche fastidieuse de création de data. Avec les PDF, c'est déjà multimodal. C'est un tableau, c'est un graphique, ça marche déjà. Ouais. En fait, c'est-à-dire que là, la notation que j'ai faite, moi, donc, où je prélève des chunks, elle est purement textuelle. Mais dans notre interface de PDF, je peux le montrer, en fait, on peut faire des annotations entre guillemets un peu multimodales, c'est-à-dire que ici, j'ai fait des jobs de NER, moi, à l'échelle de mon projet, mais j'ai plein d'autres types de jobs qui sont possibles. Hein. Je vois ici, là, à la fin, j'avais créé une tâche de relation entre différents concepts. C'est-à-dire qu'entre différents objets à noter, on peut créer des relations. Mais je peux aussi, je vois que j'ai une tâche typiquement de détection d'objets. Hein. Je peux faire un job de test ici. En fait, là, quand je fais ça, du coup, là, j'ai modifié l'ontologie de mon projet. Hein. Donc, j'ai plus que mes questions. Je vois aussi que j'ai le job de relation dont j'avais parlé ici. Mais ici, en fait, je peux venir faire comme ce que je faisais dans mon image tout à l'heure. Si j'ai, je sais pas, par exemple, une table, annoter cette partie-là du document. Hein. Et ce que je crée dans ce cas-là, c'est de la métadonnée associée à cette position précise que je peux ensuite fournir par ailleurs à un modèle qui c'est l'idée du PDF, c'est de combiner des features d'interface d'annotation classique sur du texte, notamment du NER, et aussi des features liées à l'image, parce que le PDF est un interface de texte. Et le concept des relations, après je peux le montrer là, si je fais un début, une fin, voilà, tu vois. Là, ici, en fait, j'ai relié, donc, par une tâche d'annotation, deux concepts. C'est-à-dire que j'ai créé une métadonnée qui associe deux annotations.
Donc ça, c'est utile pour les gens qui font de la notation assez complexe sur des PDF, où ils vont relier des complexes, des éléments plus ou moins complexes entre eux. Voilà. Et donc pour finir sur il y a juste une petite illustration, mais ça nous permettra je pense, de comprendre un peu un point de vue un petit peu différent. Un peu plus tard dans notre journey autour du rail, on a aussi la partie monitoring que j'expliquais tout à l'heure, où là, du coup, on a notre stack qui produit des réponses à nos utilisateurs en production. Et donc, dans ce cas-là, dans certains cas, quand on veut avoir garantir un certain niveau de performance, on va vouloir revoir manuellement les réponses qui ont été déceptives. Donc, soit déceptives suite à des tests programmatiques réalisés sur la stack, ou soit directement, dans certains cas, on peut mettre du feedback directement à l'intérieur de l'application de l'échange. Et du coup, en fait, ça se traduit aussi dans Kili par un type de projet un petit peu différent là que j'ai illustré ici, hein, vous voyez, où un annotateur expert est invité à donner un avis complet sur ce que la stack a produit. Donc, on voit d'une part le contexte, d'autre part la question qui a été posée, hein, et finalement, en troisième lieu, la réponse qui a été fournie par le chatbot. Et donc, on part de cette réponse qui est a priori déceptive, et là, on invite un expert métier à la caractériser selon autant de dimensions qu'on veut. Hein. On voit ici, on caractérise la donnée brute, hein, sur est-ce qu'elle est erronée, est-ce qu'il y avait des erreurs dedans, est-ce qu'elle est biaisée, est-ce que le formatting ne matche pas, sur la performance du retriever, donc est-ce qu'il a trouvé les bons chunks par rapport à la question, la performance de la question, c'est-à-dire est-ce que l'utilisateur a posé une question pertinente, et finalement, on analyse la réponse. Et là, c'est une interface assez simple de classification, mais on peut combiner ça, évidemment, aussi avec du NER, si on veut, flaguer des hallucinations ou un élément non pertinent sur une partie précise de la réponse. Donc ça, c'est pour, encore une fois, créer de la métadonnée très précise sur les réponses qui sont déceptives pour pouvoir avoir des métriques sur la performance de la stack en prod, ou bien créer des exemples pour faire une boucle de réentraînement. On a maintenant il y a des gens côté plutôt LLM Builder qui essaient de faire des stacks de rails extrêmement avancés pour des contextes enterprise. Et donc, eux, ils ont des approches end-to-end sur l'utilisation d'un modèle. C'est ce que fait Contextual AI, par exemple, où à la fois le pré-training est spécialisé sur le rail, mais aussi le fine-tuning. Donc, ils ont des exemples SFT qui sont que des exemples spécialisés rail. Et enfin, le RLHF qui est spécialement aussi sur du rail pour avoir le meilleur de performance. Voilà. Et du coup, dernier point, c'est à toi, Paul, sur le fine-tuning. Ouais. Ça fait un peu la transition. Je vais être rapide pour oui, voilà. Non, sur la partie fine-tuning, en fait, on fait la même chose, mais l'idée, c'est de construire des jeux de données qui sont spécialement conçus pour le fine-tuning de LLM, cette fois-ci. Donc là, c'est pareil, on a l'outil, en fait, on a développé dans l'outil, là, on peut voir des interfaces, par exemple, on va avoir un prompt, plusieurs réponses, on va demander à l'adaptateur de choisir quelle est la meilleure réponse, par exemple, ou même de venir compléter lui-même la réponse, les réponses proposées par les deux modèles sont satisfaisantes. Et donc tout ça s'intègre directement dans la plateforme. L'idée, c'est de construire des datasets, soit de SFT, donc Self-Supervised Learning, ou alors de Reinforcement Learning, ce qu'on peut faire ensuite du DPO. Et donc là-dessus, c'est juste une spécialisation de ce dont on a parlé aujourd'hui, mais sur la partie vraiment LLM. On va avoir aujourd'hui des cas d'usage. Nous, ce qu'on voit, c'est sur du multimodal. Donc, par exemple, des prompts et une image, voire des prompts, des masques de segmentation, au niveau des masques de segmentation, du RLHF avec, par exemple, du ranking, et puis de plusieurs outputs de modèles pour ensuite valider quel est le meilleur, de la complétion, de la réécriture, et aussi la résolution de problèmes sur des domaines experts, type du code, des sciences, etc. Voilà pour aller sur la fin. Ouais. Par rapport au RLHF, là, c'est le client qui va aller annoter ces données, parce que généralement, il y a une quantité assez importante de data, donc vous avez l'annoteur qui va le faire, est-ce que c'est le client qui laisse le donner tout seul? Et ben en fait, ça dépend.
Oui, souvent on fournit quand même de la modèle facile à usage, mais les volumes sont pas toujours importants que ça. Alors si on construit un LLM from scratch, oui, les volumes sont très importants, mais sur d'autres cas d'usage, on peut spécialiser des modèles open source existants ou autres avec des volumes assez raisonnables de données. De toute façon, c'est pas utilisé from scratch, tu mets le c'est sur la partie. Ah oui, pardon, même je vais C'est j'ai un peu gonflé les données. C'est quoi les volumes que vous avez généralement qui sont générés? Le besoin en termes de nombre d'exemples, tu veux dire, pour commencer à observer une spécialisation. Donc, nous, plutôt les partenaires avec qui on travaille, qui sont les plus experts sur le RLHF, nous disent de commencer, en général, avec un nombre assez restreint, c'est une centaine d'exemples, on peut commencer à avoir les premiers résultats et à juger si ça vaut le coup de continuer. Et là, augmenter sur des volumes 100, 200, 500, 1000, voilà. Mais on reste sur, on doit voir des résultats avec un nombre d'exemples de cet ordre de grandeur-là, quoi. Il n'y a pas nécessairement besoin à la OpenAI de faire, ou à la Meta qui dans ses papiers sur des millions, voilà. Donc eux, ils le font, bah ouais, pour aller chercher les pourcentages d'après, mais normalement, déjà sur les premiers éléments de spécialisation, ils arrivent à avoir des premiers résultats sur la analyse. On va faire du ouais, carrément. Carrément, ça c'est tout à fait possible aussi en faisant l'intégration, donc pour le parler avec Trapi. Donc c'est-à-dire que en général, du coup, nous on essaie de le couper avec, en tout cas, qui est utilisé là où vous voulez que des experts métiers un peu apportent leur tampon. Donc faire du RLAF, carrément. Et puis en général, on a envie de revoir au moins une partie. Et du coup, on a la stack qui est branchée à l'interface et les experts métiers qui viennent revoir ce que le LLM, encore une fois, a produit en termes de résultats, et vient corriger, adapter. Et quand on fait du RLAF, in fine, en fait, on est en train de transférer la performance d'un modèle meilleur à un modèle un peu plus petit. Donc ça dépend aussi de la tâche qu'on est en train de réaliser. Quand il n'y a aucun modèle au niveau, on est obligé d'utiliser les supérieurs. C'est intéressant. On a jusqu'à 21h, donc on va encore 9h pour pouvoir boire des bières. Ouais, on a fini là, c'est bon. Donc si on peut prendre on saute, je sais pas où vous en êtes dans la présentation, on peut prendre le Q&A ouais, café, comme ça on peut boire un verre. Ouais, parfait. Dans la qualité de pizza pour manger un petit peu. Cool. Je crois qu'on a n'hésitez pas. Ouais, avec Colin et je vais appeler. C'est pas la prio, c'est pour. Non, mais oui, carrément. On ait le temps d'échanger un petit peu. Donc, à la limite, on peut juste tous prendre un verre à café et faire le Q&A de manière un peu plus informative. Ouais, avec plaisir. Il sera peut-être un peu plus près aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour la suite, merci beaucoup. Moi, sur la Q&A, j'étais près de la porte, en mode je vais y rester. Prenez vos sacs, il y en a Forcément.